Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler réellement des différentes parties qui composent un système automatisé. La vidéo précédente était destinée à la définition de l'automatisme. Nous avons parlé réellement de ce que c'est que l'automatisme en quelques minutes. Et dans cette vidéo, nous allons montrer en fait quelles sont les différentes parties qui composent un système automatisé. Alors, j'irai directement droit au but. Je dirais qu'un système automatisé principalement est disposé, ou je vais dire, doté de trois grandes parties. D'accord? Dans ces trois parties, nous avons premièrement la partie entrée, ensuite la partie traitement et la partie sortie. Alors, au niveau de l'entrée, d'accord, nous avons des composants. Au niveau du traitement, nous avons également des types de composants qui sont utilisés. Et au niveau de la sortie, nous avons également des composants utilisés. Mais avant d'aller en fait en profondeur au niveau du système ETS, nous allons parler d'abord de, quand on parle du ETS, à quoi ça renvoie? Le ETS en fait c'est un système de fonctionnement et on a les systèmes en ETS ouvert et en ETS fermé. En ETS ouvert, nous avons directement les entrées qui envoient les informations au traitement. Le traitement envoie les informations à la sortie. De l'autre côté, nous avons les ETS fermés et donc nous avons l'entrée qui envoie ces informations au traitement. D'accord? Le traitement envoie les informations à la sortie. Maintenant, le sortie renvoie l'état. D'accord? Nous avons un retour d'état qui est renvoyé encore au niveau du traitement. Donc le traitement ne reçoit pas, dans ce cas-là, que de l'entrée, mais il reçoit également de l'état de la sortie. Et donc ça lui permet en fait d'être bouclé. Voilà. Donc c'était une particularité que j'aimerais aborder avant de continuer. Donc premièrement, nous avons les dispositifs d'entrée. C'est-à-dire au niveau de l'entrée, nous avons des types de composants qui sont utilisés. Et ces composants à ce niveau-là sont appelés les capteurs. Vous l'avez certainement entendu déjà quelque part, quand on parle de capteur, bon, à quoi ça renvoie, bon, qu'est-ce que ça signifie? Je vous dirais qu'un capteur, en fait, c'est un dispositif dont le rôle est de convertir une grandeur physique, c'est-à-dire une grandeur qu'un être humain peut ressentir, que ça soit le son, d'accord, que ça soit une odeur, que ça soit, je sais pas, de la température et tout ce que vous voulez. Ce capteur, ou bien je vais dire ce composant appelé capteur en quelque sorte, a la capacité de recevoir ces genres de grandeur là et de les transformer en grandeur électrique mesurable. Alors une grandeur électrique mesurable peut être par exemple une tension, une grandeur électrique peut être un courant, ça peut être une charge électrique, ça peut être une fréquence. Mais sachez que la grandeur qui est la plus utilisée aujourd'hui, c'est la tension, parce que c'est la plus facile à manipuler. La tension, on peut la contrôler facilement, mais gérer la fréquence, le courant ou la charge, c'est vraiment compliqué à gérer. Donc, une fois que nous avons une idée de ce que c'est qu'un capteur, nous allons distinguer en fait les deux grandes familles de capteurs qui existent. Parce que quand on parle de capteurs, il existe deux types. Nous avons les capteurs actifs, nous avons également les capteurs passifs. Alors, un capteur actif, c'est un capteur dont le principe de fonctionnement que je viens de définir, en fait, en disant qu'il convertit une grandeur physique en grandeur électrique mesurable, en fait, il le fait sans avoir besoin d'une alimentation extérieure. C'est-à-dire quoi? C'est un capteur qui, si son fonctionnement est basé sur la température, une fois qu'il remarque en fait un changement de température, nous avons directement de la grandeur électrique au niveau de ces bornes. Et par exemple, vous avez les composants piézoélectriques. C'est des sortes de buzzers, ok, que vous allez voir dans les multimètres ou bien dans d'autres appareils aussi, qui ressemblent en fait à des petits disques là, tout plat comme ça. Sachez que lorsque vous envoyez en fait, vous tapotez là-dessus, essayez de connecter une LED au niveau de ces broches et tapoter là-dessus avec une certaine pression. Vous allez remarquer que ça émet une tension. C'est vrai que c'est sur de brefs délais. Pour le remarquer, vous pouvez utiliser une caméra pour enregistrer vos tests et après vous le passez au ralenti. Vous allez remarquer qu'il y a la LED qui s'allume pendant une durée et puis s'éteint encore. C'est très rapide en fait. Mais en fait, ce sont les matériaux piézoélectriques sont prélevés dans des cristaux. D'accord? Et ce sont des composants des matériaux qui, une fois en mouvement, c'est-à-dire lorsqu'on les secoue, directement il y a des charges en fait qui se créent, de la tension qui se crée autour de ces bornes. Voilà, donc à ce niveau-là, lorsque la tension se crée, on parle en fait de capteur actif. D'accord? Ce capteur-là n'a pas besoin de tension extérieure pour pouvoir fonctionner. Deuxième exemple, nous avons les éléments peltiers. D'accord? Les éléments à effet peltier. Alors, un composant
à effet Peltier, son rôle en fait c'est de transformer de l'énergie électrique en température. Ce n'est pas une résistance chauffante, c'est un composant qui est souvent plat, d'accord. Nous avons une surface là, ici, nous avons l'autre ici. Maintenant de l'autre côté nous avons deux fils, un rouge et un noir, et une fois alimenté directement sur les deux surfaces, vous avez en fait du chaud ici et puis du froid de l'autre côté. Et il faut réguler la température avec des radiateurs en fait pour pouvoir permettre de dissiper la chaleur surtout. Sinon, vous allez perdre facilement votre composant. Ça, c'est le comportement en mode récepteur. Mais en mode capteur, en réalité, lorsqu'il est soumis, par exemple, la surface qui devait être chaude est soumise réellement à la chaleur. Et puis, celle qui devait être froide est soumise à la fraîcheur, à une basse température, et bien vous allez remarquer que avec un multimètre vous pouvez mesurer une tension au niveau de la sortie, et mieux vous pouvez alimenter certains composants avec. Maintenant là tout dépend en fait de la capacité de ce composant là. En fait dedans il y a deux effets qui sont cumulés. Nous avons l'effet Seebeck et l'effet Thomson. C'est les deux effets cumulés qui permettent en fait d'avoir l'effet Peltier, qui fait en sorte que lorsque vous l'alimentez, vous avez de la température, de deux différentes températures en fait sur les deux surfaces, et lorsque vous faites l'inverse également ça marche. Bref, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais continuer en disant que le troisième composant, bien je vais dire le troisième capteur actif que je connais, et bien c'est les panneaux solaires photovoltaïques. Ce sont des composants qui, une fois sous l'effet de la lumière, d'accord, ils créent une tension assez bonne. Voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais dites-moi dans l'espace commentaire si vous connaissez en fait d'autres composants qui ont la même capacité que ces trois premiers que je viens de citer et que je n'ai pas cité dans la vidéo. J'aimerais bien savoir quels sont ces composants-là, quels sont ces capteurs actifs qui existent encore. Ça me plairait bien. Donc, dites-le moi dans l'espace commentaire. Alors, on va continuer en disant que la deuxième partie, la deuxième catégorie de capteurs qui existent, qui sont les capteurs passifs, ce sont des capteurs dont leur fonctionnement est basé, ou bien je vais dire, pour pouvoir fonctionner, ils ont besoin d'une alimentation extérieure. C'est-à-dire quoi? C'est un peu comme une LED. Une LED ne peut fonctionner qu'avec une alimentation. Lorsque vous voulez allumer, il faut l'alimenter pour l'allumer. Donc, c'est la même chose ici. Il faut alimenter ces capteurs pour pouvoir les faire fonctionner, pour pouvoir recueillir en quelque sorte la grandeur électrique qu'ils ont la possibilité de créer. L'exemple tout bête des photorésistances, c'est-à-dire les LDR, ce sont des sortes de potentiomètres, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que lorsque la lumière varie, la résistance interne de ce composant également varie. Donc, plus il fait noir et plus la résistance augmente, plus il fait jour, ou bien je vais dire plus il y a de la lumière, la résistance chute également. Maintenant, ce comportement-là, une fois intégré dans un schéma bien défini avec peut-être des amplificateurs, on peut créer en fait un interrupteur crépusculaire, ok, qui en comparant la tension qui est proportionnelle en fait à la résistance qui varie de notre photorésistance par rapport à une référence donnée, on peut décider d'allumer ou d'éteindre une LED ou bien une lampe en fonction de la position de la lumière. Donc là, vous voyez clairement que ce composant a besoin d'être vraiment intégré d'abord dans un schéma avant d'être utilisé. Voilà. De l'autre côté, vous avez plein d'autres composants, plein d'autres capteurs, que ce soit les thermistances qui contrôlent la température, bien je vais dire qui reçoivent la température, qui mesurent la température. Vous avez les capteurs de vitesse, ok, les capteurs de distance, de proximité, les capteurs de métaux et tout. Il y a tellement de capteurs qu'on ne pourra pas vraiment tout citer ici. Donc, bref, je vais m'en arrêter là pour le tout premier point qui parlait en fait des dispositifs d'entrée dans notre système ETS. Alors, arrivé au milieu, nous avons le système de traitement d'information. Alors, le traitement d'information, quand on entend déjà traitement d'information, ça nous fait penser en réalité à calculateur. Un composant qui est intelligent, qui a la capacité de réfléchir, qui a la capacité de traiter des choses. Donc, on lui envoie des données numériques, bien sûr, c'est-à-dire de la tension. Il arrive à interpréter cette tension et se dit, bon là, on me dit telle chose. Compte tenu du type de capteur, on est en train de me dire telle chose ou telle chose et je dois prendre telle ou telle décision. Les composants utilisés à ce niveau sont la plupart du temps des microcontrôleurs. Et parlant de microcontrôleurs, la famille est vraiment grande. Elle est très grande, mais je vais quand même citer quelques-uns pour que vous ayez un aperçu en fait là-dessus. Sachez que quand on parle de microcontrôleurs, nous avons les microcontrôleurs d'AVR, de type AVR, comme le ATmega 328 qui est utilisé sur la carte de développement Arduino.
ok. Vous avez les AT-Tiny, et là encore c'est toute une grande famille, il y a plein de modèles en fait. Vous avez les microcontrôleurs de Espressif comme les ESP32, les ESP8266 et tout ce qui va avec. Vous avez les cartes de développement comme les Launchpad, vous avez la carte Raspberry Pi et tout ce qui va avec. Voilà. Mais de l'autre côté, j'aimerais notifier que, parlant de traitement, on peut également utiliser les automates, c'est-à-dire les API. Ça ressemble à ça. Et puis, il est souvent utilisé. La particularité ici, c'est qu'un API peut être facilement intégré directement dans un système industriel. D'accord? Lorsqu'on veut créer en fait un processus industriel, grâce à un API, on peut directement l'intégrer. Comparé à un microcontrôleur qui doit fonctionner peut-être en 3,3 volts, il faut déjà créer son environnement, l'alimentation, les interfaces d'entrée et sortie et tout le bazar autour. Donc vous voyez que c'est vraiment du boulot en fait à faire. Alors que l'API intègre déjà, c'est un peu comme un système embarqué, ok? Donc vous avez juste l'interface d'entrée, l'interface de sortie, la sécurité et puis le câblage est beaucoup plus rapide. Mais dans les deux cas, on programme en fait ces composants-là, on programme ces matériels pour pouvoir les utiliser à des fins très spécifiques. Voilà, donc c'est ce que je peux dire en fait au niveau de la partie traitement d'informations. Maintenant, nous allons attaquer la dernière partie qui parle des sorties. Alors, au niveau de la sortie, il y a plusieurs points, d'accord? Mais principalement, on entend parler des actionneurs. Mais sachez qu'un actionneur, en fait, c'est un équipement, ou bien je vais dire, c'est un composant qui est chargé de convertir la grandeur électrique en grandeur physique quantifiable, c'est-à-dire on peut ressentir cette grandeur ou bien on peut la voir, cette grandeur là. Voilà, donc contrairement au capteur, parce que le capteur lui quitte le physique au numérique et puis l'actionneur lui quitte le numérique au physique, bien l'électrique au physique, donc il fait en fait l'opposé quoi. Voilà, donc ça permet en fait de voir les résultats visiblement. Voilà, donc je prends un exemple d'actionneur. Nous avons les moteurs électriques. Un moteur électrique en fait reçoit de la tension et nous donne du mouvement de rotation, n'est-ce pas? Voilà, mais pour qu'un moteur fonctionne, nous avons besoin d'un composant qui est souvent appelé contacteur. Et le contacteur ici, pour le caricaturer en fait, c'est un préactionneur. Donc nous avons au niveau de la sortie le préactionneur, d'accord? Nous avons le moteur et maintenant le moteur est greffé à un autre système qu'on appelle actuateur. Parce que un moteur qui est censé actionner un broyeur, par exemple, si nous sommes dans un moulin qui est chargé d'écraser des graines, par exemple, le moteur ne peut pas directement écraser les graines. En fait, il est connecté à un système purement mécanique dont le rôle en fait est de broyer les graines, mais il est entraîné en fait par l'énergie, c'est-à-dire le couple déployé par notre moteur électrique. Du coup, la partie qui est chargée de broyer les graines est appelée la partie actuateur ou effecteur. La partie du moteur, c'est l'actionneur. Et nous avons derrière le moteur, d'accord, l'équipement qui sert d'interface entre la puissance et la commande, c'est lui qu'on appelle en fait le préactionneur. Il est très important de notifier cela, mais ce n'est pas dans tous les cas qu'on a la présence en fait de ces trois parties-là. Parce que, par exemple, si nous voulons allumer juste une lampe, c'est que à la sortie, nous pouvons connecter directement notre lampe. C'est vrai, dans d'autres cas, on peut dire qu'il y a un relais qui est utilisé pour actionner la lampe, ou bien je vais dire pour allumer ou éteindre la lampe. Donc là, on a un préactionneur, nous avons l'actionneur. Tout simplement, il n'y a pas d'effecteur en fait à ce niveau-là. Pareil pour les sonneries, d'accord? Mais pour un verin, je me pose toujours la question, est-ce que au niveau d'un verin, parce que le verin, lui, il a besoin d'un distributeur, si c'est un verin pneumatique bien sûr. Un verin pneumatique a besoin d'un distributeur, d'accord? Le verin même est là, mais est-ce qu'il a d'effecteur? Je me dis que ça dépend du cas. Parce que lorsque nous sommes sur un tapis, d'accord, un tapis sur lequel passent plusieurs cartons, et puis à chaque niveau, nous avons des petits bacs là qui vont recevoir des cartons de manière spécifique. Donc un verin qui se sent concerné pousse le carton dans le bac. Il y a l'autre ici qui pousse également dans son bac. Est-ce qu'on va dire qu'il y a en fait d'effecteurs à ce niveau? Je ne sais pas trop. Dites-moi votre avis dans l'espace commentaire. J'aimerais savoir réellement, est-ce qu'on peut parler d'effecteurs à ce niveau-là ou bien il n'y a simplement que le distributeur et le verin qui est le préactionneur et l'actionneur dans ce cas précis. Alors, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. J'aimerais voir votre avis dans l'espace commentaire. Et ce sera tout d'ailleurs pour cette vidéo. Dans la prochaine, nous allons aborder la notion du graph set et puis
étayer un peu ce à quoi ça renvoie avant maintenant de se lancer dans le logiciel AutomeGen, parce que principalement là-bas, nous allons simuler beaucoup de graph en fait et voir comment cela marche. Donc sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu, ça me fera beaucoup plaisir. Et surtout, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus rater en fait la prochaine vidéo et les prochaines vidéos que je vais publier sur cette chaîne. Partagez également la vidéo avec vos amis, ça va certainement les aider. Et sur ce, on se dit rendez-vous dans la prochaine vidéo. À tout à l'heure.